Inès. Donc bonjour à toutes. Merci de votre inscription et de votre participation effective au Club Cosmétique. Donc aujourd'hui, on reçoit Inès qui a lancé sa box Go, Go Green Box. Elle va nous expliquer tout, comment lui est venue l'idée, comment elle a mis en place tous les aspects techniques et également dans la phase entrepreneuriale, euh, quels sont les points durs qu'elle a rencontrés, les points positifs, etc. Et comme on est peu nombreuses, eh ben, je pense que c'est l'occasion également de pouvoir se connaître. Donc, je vais demander à chacune si vous pouviez faire un petit, qu'on puisse faire un petit tour de table pour se présenter, même si la vidéo ne peut pas être enclenchée, mais voilà. Et voilà, ça puisse aider aussi Inès dans la communication qu'elle va apporter. Donc rapidement, moi, Odilano, donc je fais partie de l'association La Maison de la Cosmétique. Donc cette association elle a pour but d'aider les porteurs de projets dans l'accompagnement de leur projet, dans leur développement. Et on initie pas mal de choses, dont le club cosmétique. On a donc vocation à faire en sorte que les personnes puissent communiquer entre elles, travailler en réseau, que chacune puisse aider l'autre via du codev, via d'autres possibilités également, quoi. Voilà. Donc je vais laisser la parole je vais vous je vais vous toper Marie-Noël, si tu peux Allez, je mets intervenir. mon micro. Alors moi, Ouais. je m'appelle Marie-Noël, donc je suis membre évidente de la LMCE. Alors moi, mon projet, le premier en tout cas, c'est de créer ma gamme de produits cosmétiques. Bon là, avec le Covid, ça prend un peu de temps, mais ça va se faire. Et en même temps, c'est de faire du coaching capillaire, ça va être des produits capillaires, du coaching capillaire et aider les filles à comprendre leurs cheveux, les produits à utiliser. C'est vraiment me mettre dedans en espérant plus tard que je vais vraiment avoir un local parce que je suis plus dans le contact que de faire de la vente sur Internet. Je suis très petit, moi c'est vraiment le contact et je suis dedans en fait, dans ce domaine-là. Merci. Merci. Et qu'est-ce que tu attends de cette session en particulier? Ben, de découvrir, parce que c'est vrai que des box, j'en connais, mais une green, j'en connais une, j'ai oublié le nom. Donc, c'est juste pour voir un peu quels sont les produits qui sont mis en valeur et qui sait, peut-être que si je veux peut-être m'abonner. On ne sait jamais. D'accord, On sait jamais. d'accord. Merci, merci, De merci. rien. Tina? Bonjour à tous. Attends, je vais voir si je peux. Oui. Super. Bonjour. Bonjour. Donc, je m'appelle Augustina Ephraim. Je suis la cofondatrice de la marque Balanta Cosmetics. C'est une marque spécialisée dans la fabrication de soins pour les cheveux et le corps, des soins naturels. Et en fait, à base des ingrédients qui viennent de l'Afrique principalement. D'accord, Voilà. d'accord. Et qu'est-ce que tu attends de cette session? Oui, donc déjà merci Inès pour voilà, l'opportunité de partager en fait votre expérience. Et pour moi, c'est juste pour découvrir votre projet et voir aussi s'il y a une opportunité de faire un partenariat. Et voilà, c'est vraiment pour découvrir et voir s'il y a une opportunité. Très bien, très bien. En tout cas, merci beaucoup, Tina. Merci beaucoup. Arwa? Vous m'entendez? Oui. Bonjour. Alors, moi, c'est Bonjour. Arwa. Je ne connaissais pas la LCME. Ça fait peut-être 2 semaines que je découvre.
D'accord. Là, je suis tombée sur Inès, donc ça m'intéresse beaucoup parce que je suis dans un projet de créer des produits cosmétiques à base de musc végétal. Ok. D'accord. Ce qui se fait en fait souvent, c'est du musc synthétique et moi, je veux vraiment me concentrer sur le musc végétal et si possible bio, mais je ne suis pas encore là, je ne connais pas encore très bien le domaine. Et donc, ce qui m'intéresse chez Inès, c'est vraiment son parcours de A à Z, de l'idée au jour J, quoi. Très bien. Donc voilà. Très bien. Et merci. En tout cas, très, très beau projet. Merci. Très beau projet. Merci, merci. Souhir, si tu peux te présenter. Alors, je sais pas si... Est-ce que vous m'entendez? Oui, super. Alors, bonjour à toutes, je me présente vite fait. Moi, c'est Souhir. Je suis pharmacienne de formation spécialisée en dermocosmétique et j'ai un laboratoire certifié par Cosmecert et une marque de cosmétiques naturels et bio. Voilà. Et qui s'appelle Hyphen. L'idée était de travailler avec une matière première rare, précieuse, qui n'est pas très connue en France et qui vient de mon pays d'origine, qui est la Tunisie, et de valoriser un savoir-faire ancestral, mais aussi de rendre hommage surtout aux femmes qui travaillent sur ce projet et sur cette huile précieuse qui est l'huile de figue de Barbarie. Très, très Voilà, bien. pourquoi je suis présente, parce que je trouve toujours que les clubs cosmétiques, c'est toujours très intéressant. Et d'ailleurs, chaque rencontre, elle est très intéressante et enrichissante, je pense, pour nous tous, parce que l'échange des informations qu'il y a, c'est toujours enrichissant pour tout le monde. Et puis, après, éventuellement, oui, si on trouve des synergies ou des partenariats, pourquoi pas. Très bien, très bien. Merci. Merci, Lison. Pardon. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ouais. Bonjour à toutes. Donc moi, je me présente rapidement également. Donc Lison, je suis cofondatrice de la marque Abeille Botanique. Je suis en plein lancement actuellement. Je termine d'ailleurs une campagne de financement participatif sur Ulule qui prend fin la semaine prochaine. La marque Abeille Botanique, c'est une marque de soins cosmétiques pour le visage à base de miel de thym. D'accord. Voilà. Moi, je suis ici aujourd'hui parce que j'ai envie de découvrir un petit peu le parcours d'Inès et surtout d'en savoir un peu plus sur sa proposition de box, parce que je connais aussi 2-3 box naturelles, notamment Neobox. Et du coup, voilà, j'aimerais savoir en quoi est-ce que cette box-là est différente des autres et qu'est-ce qu'elle va apporter, elle, avec sa proposition. D'accord, d'accord. N'hésitez pas à écrire un peu les marques de votre structure dans la conversation du groupe, comme ça que chacune marque et puis adresse mail si vous voulez, comme ça que chacune puisse nous récupérer à la suite. Donc merci. Alors Soknarum, si j'ai bien prononcé, je suis désolée. Alors, l'idée, c'est de se présenter. Merci. Bonjour. Vous Bonjour. m'entendez bien? Très, très bien. Je suis désolée, je suis arrivée un peu à la vie. Je suis vraiment ravie d'assister à la réunion. Et alors, moi, je suis formatrice et consultante dans la création. Ah, ça coupe un peu, ça assure un peu ta... Est-ce que là, c'est mieux? On va dire que c'est mieux. Je ne sais pas si vous ça vous va, vous entendez mieux? Faut me dire vas-y. Si voilà. Vas-y. Alors, donc, je m'appelle Naron, je suis formatrice et consultante dans la création et le développement des produits de cosmétiques. Et j'accompagne les startups, les jeunes marques de la phase d'idée jusqu'à le lancement en fait, des gammes de cosmétiques. Et en pleine, je propose également en fait, des cours de formulation cosmétique en fait, pour les particuliers. Donc, moi, j'ai travaillé dans le secteur depuis 10 ans maintenant. Et j'ai commencé en tant que formulatrice. J'ai évolué vers le poste de responsable de laboratoire. Et puis voilà, et je me suis lancée en fait dans le consulting et dans la formation maintenant depuis mars, depuis mars, au moment du confinement.
Voilà. Bah, merci beaucoup. Merci. Bah, écoutez, merci à toutes de vous être présentées. Il y a Sita qui vient d'arriver. Je vais demander rapidement de se présenter, puis on va. Bonjour à Sita. Alors, elle n'a pas de micro, donc du coup, je sais pas si elle va pouvoir se présenter. Asita, si tu as cette possibilité, on est en train de faire un tour de table. On n'a pas encore démarré la session, donc si tu peux te présenter toi et ton projet, ainsi que la raison pour laquelle voilà, tu es intéressé par cette session en particulier. Sinon, on verra un peu plus tard. Bon, je pense Allô? que... Ah, super. Asita, est-ce que tu as entendu ce que j'ai demandé? Oui, j'ai entendu. Oui, super, merci. Alors, donc, merci. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Asita et je suis la fondatrice de Quida. C'est une marque de cosmétiques qui commercialisera à partir de septembre 2021 des produits de soins du visage inspirés des rituels ancestraux d'Afrique et donc à destination des femmes, quelle que soit leur couleur de peau. Je sais plus ce que tu disais après. Eh ben en fait, ah oui, pardon. Ben en fait, oui. Pourquoi, voilà, pourquoi tu t'es inscrite? Qu'est-ce que tu cherches à travers la présentation que va faire Inès par rapport à sa box, etc. Dans un premier temps, c'est découvrir le concept, ce qu'elle propose, et après, par la suite, pourquoi pas voir s'il y a une possibilité de synergie ou autre. Mais vraiment, la première raison, c'était vraiment découvrir la personne et le concept. D'accord, très bien, très bien. J'ai oublié une personne, Yolande. Alors, Yolande, est-ce que tu peux te présenter? Je ne me suis pas présentée non plus, Yolande. Bonjour, bonjour à tous. Vous m'entendez? Bonjour. Oui, on t'entend, très bien. En fait, c'est pour ça. Je suis Yolande Amouzou. Donc, mon projet, c'est une création de cosmétiques naturels et biologiques avec moins de déchets. Donc, voilà, destination de toute personne. Donc, ce sera une gamme composée de deux types de produits, des capillaires pour les peaux noires et métissées et des produits corporels pour tout type de peau. Voilà. Très bien, très bien. Donc, je vous ai connu il n'y a pas longtemps, il y a juste une semaine, en faisant des recherches justement sur Internet. Donc, voilà, et je me suis dit, l'idée de box, ça peut être intéressant. Donc, je suis là pour en savoir plus et aussi partager avec les différents participants. Merci. Très bien, merci. Merci beaucoup. Donc, on va démarrer la session du coup. Inès, donc, et puis on va... Inès, je vais te laisser donc démarrer. L'idée, voilà, c'est... Inès, elle a 20 ans, c'est ça? J'ai entendu 20 ans. Oui. Inès, elle a 20 ans et elle a décidé de se lancer dans le secteur cosmétique avec une proposition de valeur qui est non pas de la création d'un produit, mais de montrer les richesses en fait des différents entrepreneurs. Et l'idée aujourd'hui, eh ben déjà merci Inès d'avoir accepté de participer à cette session. Tu as lancé également une campagne Ulule, donc on aura plus d'informations à travers de ce que tu vas dire. L'idée là, c'est de parler de ton parcours. Je sais qu'en plus hier, pour la petite histoire, on s'est entretenu et puis elle m'a dit bah j'ai cours, donc j'ai qu'un créneau de 15 minutes. J'ai fait ah ouais quand même. donc voilà.
toujours en plus étudiante, donc c'est franchement, je pense, une bonne, un bel exemple et un bel exemple de capacité de mettre en place ben, dans le secteur de l'entrepreneuriat quelque chose, on va dire. Et donc ça donne envie et ça donne le courage aussi à d'autres personnes qui ben, se disent peut-être bah, je ne peux pas, j'ai pas assez de. Voilà, Inès est entrepreneur et en plus étudiante. Donc je te laisse Bravo. parler, Inès. Merci. D'accord. Alors, bonjour à toutes. Donc, comme on vient de le dire, donc, je m'appelle Inès, j'ai 20 ans, je suis étudiante en droit. Voilà. Donc, je vais essayer de faire une présentation, je pense, un peu plus chronologique pour qu'on puisse un peu comprendre ce qui m'a amenée à ce projet et pourquoi j'en suis arrivée là. Alors, en fait, pour reprendre un tout petit peu en avance, donc je suis étudiante, je suis actuellement en 4e année de droit. Et en fait, je pense que j'ai toujours eu, je pense, un peu en grandissant cette fibre entrepreneuriale de me dire qu'un jour, j'aurais envie de monter un projet qui m'appartiendrait. Mais ce n'était pas forcément un souhait de monter ma propre boîte ou tout de suite développer quelque chose toute seule à la sortie de mes études. Je voyais plus ça comme quelque chose à côté que je pourrais développer qui serait intéressant. Et puis, c'est vrai que j'ai été confrontée, comme beaucoup d'étudiants, peut-être, au petit boulot qu'on fait à côté de ses études pour mettre un peu de beurre dans les épinards, on va dire, donc tout ce qui est babysitting, aide aux devoirs, ce genre de choses. Et je me suis dit, c'est vrai que c'est bien tout ça, mais bon, déjà en investissement temps et apport pour soi-même, bah, il n'y a pas forcément un apport extraordinaire sur tous les plans. C'était du temps, pas forcément un rendement incroyable, on va dire. Et je me suis dit, OK, ça, c'est pas ce qui me... Enfin, je gagne de l'argent, c'est sympa de s'occuper d'enfants, etc. Mais moi, j'aurais envie de faire quelque chose qui ait plus de sens pour moi et qui me permette peut-être d'aller plus loin que juste faire des petits boulots parce qu'il faut le faire pour pouvoir faire des sorties, etc. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, effectivement, je suis étudiante, les études en droit, c'est prenant, mais qu'est-ce qu'en fait je pourrais faire pour essayer de monter un projet, sachant que je n'ai pas envie de faire quelque chose dans le secteur juridique, je n'ai pas de compétences techniques particulières dans d'autres domaines, je ne suis pas calée en informatique ou ce genre de choses. Et puis j'ai commencé à réfléchir et à faire des recherches, etc. Donc ça, c'était à peu près, on va dire, le moment où j'ai un peu concrétisé l'idée de vouloir lancer quelque chose. C'était exactement il y a 2 ans. Donc là, c'était les prémices, on va dire, de j'ai envie de faire quelque chose, je ne sais pas quoi. J'ai commencé à faire des recherches, etc. Et là, je me suis rendu compte que sur Internet, finalement, on pouvait monter beaucoup de choses à partir de pas grand-chose, on va dire, et qu'il était donné aujourd'hui à tout le monde de faire un site Internet, sans avoir de compétences particulières, enfin ce genre de choses. Et je me suis dit, c'est vrai que de ce côté-là, il y a sûrement quelque chose à explorer. Maintenant, reste à savoir quoi. Et puis, j'ai commencé à me renseigner un peu sur tout ce qui était e-commerce, des gens qui faisaient tout simplement de la revente de produits finalement. Et voilà, donc ça a commencé comme ça. Et puis, à ce moment-là, du coup, il y a 2 ans, j'ai commencé à essayer de regarder comment créer un petit site Internet. Donc, on va dire qu'au début, c'était plus un peu pour me challenger et voir à peu près qu'est-ce que ça représentait comme travail, et d'avoir une interface, de me familiariser avec quelques outils sans, encore une fois, savoir exactement à quoi ça allait me servir concrètement. Donc, j'ai commencé à manipuler ces outils. Donc, par exemple, Shopify, pour voir, il y avait un essai gratuit, donc j'ai essayé de créer un petit site, de voir un peu comment ça marchait. Et je me suis dit, bah, en fait, c'est assez fou parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se font sans finalement beaucoup de moyens. Enfin, je veux dire, c'est beaucoup de travail, mais en réalité, c'est à la portée de beaucoup de monde aussi, avec du travail. Et puis, j'ai laissé passer quelques mois puisque je me suis dit, en fait, bon, pour l'instant, tu n'as pas de produit, tu n'as pas quelque chose de vraiment concret.
on va dire, laissons ça. Je suis retournée dans mes études, je me suis reconcentrée et puis voilà, c'est passé. Et finalement, en fait, c'est 1 an plus tard que cette idée m'avait pas quittée, en fait. Et je pense que c'était à l'intérieur de moi que ça me quittait pas, le fait qu'en fait, bah, j'en avais marre de rester passive. C'est un grand mot puisque je faisais mes études à côté, etc. Mais j'en avais marre d'attendre que quelque chose me tombe dessus. Et je me disais, bah, au bout d'un moment, il faut que tu t'essayes quelque chose parce que, en fait, ça ne te coûte rien, ce sera que du plus et tu apprendras des choses. Tu n'auras rien de perdu sur le long terme. Et en fait, à ce moment-là, c'était du coup à Noël, l'année dernière. J'avais 1 semaine de vacances avant de commencer mes révisions de partiel. Et en fait, j'ai été prise d'un espèce de, de feu, on va dire. Et tous les soirs, jusqu'à 2 heures du matin, pendant 1 semaine, je bossais. Je faisais des recherches, des tonnes de recherches. Je me formais. Je regardais des petites vidéos sur le e-commerce. Je regardais beaucoup plus en profondeur, en fait, ce que je pouvais faire. Et j'ai commencé à tomber sur le business model des box par abonnement. Et donc, c'est à ce moment-là que je me suis dit, waouh, en fait, ce business model, il est extrêmement intéressant puisque je n'ai pas les compétences pour développer un produit. Là, en fait, c'est finalement faire un produit dans le produit, quoi. C'est-à-dire qu'on va chercher des produits, on les met à l'intérieur d'une box qui correspond à la valeur ajoutée. Et je me suis dit, en plus de ça, c'est vrai que c'est c'est un modèle qui est très intéressant, qui est aux États-Unis, c'est un modèle qui est aujourd'hui très, très développé. Il existe des box sur tout et n'importe quoi. Vous avez des box sur tout ce qui est, comment dire, spiritisme. Enfin, il y a des box, on peut en trouver sur tout, pour la nourriture pour chiens et chats, quel que soit le sujet que vous cherchez, vous allez trouver une box qui correspond. Et c'est vrai qu'en France, alors je ne sais pas si la plupart de vous connaissent par exemple Birchbox ou ce genre de choses qui sont les très très grosses box implantées en France, mais c'est vrai que c'est beaucoup moins développé et la visibilité qu'elles ont est moins importante. Donc je me suis dit, bah tiens, c'est qu'il y a quelque chose à faire ici puisque on n'en entend pas tellement parler, ou du moins à part quelques-unes seulement qui sont extrêmement connues. Et ensuite, j'ai commencé à me dire, bon, très bien, la box par abonnement, c'est quelque chose, mais maintenant, il faut voir ce qu'on veut proposer comme idée de projet finalement autour de ça. Donc là, ça a été tout un travail de listing de toutes les thématiques qui pourraient correspondre à une box. En allant, vous avez des choses, par exemple, les box pour chiens et chats, typiquement, c'est quelque chose qui marche très très bien. Aux États-Unis, il y en a qui ont explosé en fait. Il y en a aussi en France. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il y avait en thématique, c'était très large et on pouvait aller vers beaucoup de choses puisque beaucoup de créneaux étaient libres finalement. Et sauf qu'en commençant à regarder et à chercher, je me suis dit, oui, mais moi, en fait, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que j'ai aussi besoin que mon projet, le projet que je porte, ait du sens pour moi. Et aujourd'hui, un truc qui me tient à cœur, bah, c'est pas forcément d'aller vendre des croquettes pour chiens et chats ou des jouets pour chiens et chats. Et à ce moment-là, je me suis dit, OK, aujourd'hui, un sujet qui me tient à cœur, entre autres, c'est la consommation plus responsable. Donc sans aller dans quelque chose de 100% irréprochable, etc. Mais je me suis dit, voilà, ça c'est un sujet qui m'intéresse. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de marques qui commencent à s'orienter sur ce secteur, à se positionner et à mettre en avant ces atouts qui sont liés aujourd'hui au fait de consommer mieux, d'apporter des matières locales, etc. Et je me suis dit, bon, tiens, ça c'est un créneau qui m'intéresse et moi qui me parle, et donc que je vais pouvoir mieux vendre. Voilà. Donc là, j'ai commencé à me dire, OK, ça c'est quelque chose qui serait très intéressant. J'ai commencé à me renseigner sur les box qui existaient déjà sur ce secteur en France, parce que même si elles ne sont pas forcément très très visibles pour toutes, il y en a qui sont connues, qui marchent très bien. Je pense par exemple à la box Pouce Pouce, donc qui n'est pas exactement sur le même secteur, mais qui, elle, propose des produits zéro déchet pour la maison, ce genre de choses, et qui marchent très bien, qui ont une super communication, etc. Et je me suis dit, OK, moi, ce que j'aimerais faire, j'ai pas envie de faire une box 100% beauté, bio,
naturels, etc., ni une box 100% accessoires zéro déchet. Je me suis dit, moi, le truc qui me plairait, ce serait de recevoir, un peu comme dans certaines boxes, vous avez à la fois des produits lifestyle, à la fois des produits beauté. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on reçoit divers accessoires qui n'apportent pas la même chose. Donc, je trouve que ça apporte beaucoup de valeur ajoutée de se dire, bah, je reçois plusieurs produits, celui-là, il va me servir pour ça, celui-là, il va me servir, je suis contente parce que je n'avais pas telle crème, et celui-là, tiens, je vais pouvoir aller emporter mon repas dans une bento box le midi au travail. Et du coup, je suis partie de cette idée-là. Et je me suis dit, bon, bah, très bien, voilà, tu as ton concept de base, une box éco-responsable avec des produits pour consommer mieux. Mais c'est vrai que ce qui m'intéresse et ce qui m'intéressait, c'était d'avoir une box qui soit un peu, on va dire, avec une dimension un peu festive, c'est-à-dire de joindre des produits utiles au quotidien et essentiels, que ce soit par exemple des shampoings solides dont on va pouvoir se servir au quotidien, comme des produits un peu plus, on va dire, occasionnels, mais qui seront toujours dans la dimension d'utilité, puisque quand on parle de consommer responsable, on n'a pas envie d'acheter des choses qu'on va mettre de côté, dont on ne va pas se servir. Et à partir de là, en fait, c'est vrai que le début, je pense que c'est le plus angoissant, parce que, en fait, finalement, le travail à faire paraît assez vertigineux pour passer d'une idée à la réalisation et la conception. Et c'est vrai que ça, ce qui m'a beaucoup aidée à ce moment-là, c'est que j'ai eu l'idée, on va dire, à partir de février, qui s'est concrétisée, et le confinement est intervenu en mars. Donc, c'est vrai que ce qui m'a beaucoup aidée, c'est que de mars à, je ne sais plus exactement jusqu'à quand, mais mai, il me semble, j'étais vraiment chez moi, donc avec mes devoirs à rendre à côté, etc. Et je me suis dit, il faut en profiter pour bosser à fond là-dessus et avancer, parce que là, tu as du temps disponible qui est, entre guillemets, créé, quoi. Et là, en fait, c'est passé, moi, la première phase, ça a été de me dire, OK, j'ai pas forcément, encore une fois, de compétences particulières, etc. Je ne sais pas trop comment ça marche. On va essayer de démarrer de manière à peu près organisée. J'avais créé des petits tableaux, en fait, où je mettais mes objectifs et en fait toutes les tâches à effectuer pour réussir à créer ce projet. Donc, il y avait démarcher les fournisseurs, regarder combien coûtent les cartons, comment en fait pouvoir confectionner les box, est-ce qu'il fallait passer par des gens spécialisés dans la confection de box, c'est-à-dire puisque les box, finalement, en fait, souvent, c'est pas les créateurs, on va dire, qui vont eux-mêmes réceptionner les produits, emballer leur box. Ça passe par des entreprises spécialisées. Enfin, toutes ces choses-là. Et puis, en fait, ça a été un travail d'aller à tâtons, finalement. Je n'avais pas de connaissances, mais je creusais, je cherchais. Il y a quand même, aujourd'hui, sur Internet, on a accès à beaucoup, beaucoup d'informations. Donc, je regardais aussi les parcours de gens qui avaient créé leur box, comment ils avaient fait. Et même si tout n'est pas dit, c'est vrai qu'en y allant à tâtons, en regardant un peu comment ça marche, on commence à avancer petit à petit. Et donc, là, à ce moment-là, je me suis rendu compte d'une chose très intéressante, c'est que en contactant les premiers fournisseurs, je me suis dit, OK, j'ai pas de crédibilité particulière, j'ai seulement, donc j'avais 19 ans à l'époque, finalement, peut-être qu'on va me rironner, que les marques ne me répondront pas du tout. Alors après, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, OK, on va essayer de contacter des marques connues, on va dire, en France, mais on va aussi, le but, c'était de contacter des petits artisans, des petites entreprises qui étaient plus faciles finalement, il était plus facile d'avoir un échange. Et je me suis rendu compte, avec beaucoup de surprises, qu'en fait, j'ai reçu beaucoup de réponses, alors qu'à l'époque, il n'y avait rien qui était mis en place, c'était que le début, j'avais rien de concret. Mais sur les 50, 100 mails que j'ai envoyés, finalement, j'ai eu beaucoup de réponses. Beaucoup, on va dire relativement par rapport à ce à quoi je m'attendais. Et je me suis dit, c'est très intéressant. Ça veut dire que moi, j'arrive, je n'ai pas de compétences particulières. Alors évidemment, j'avais soigné mon mail, etc. Mais je me dis, les marques sont prêtes à me faire confiance. Donc, c'est que déjà, c'est super positif.
Et c'est le premier pied à l'étrier. Et en fait, donc, j'ai été en contact avec ces marques-là. Et ensuite, je suis passée à la phase, on va dire, OK, maintenant, il ne faut pas oublier que monter une entreprise, c'est aussi travailler sur tout ce qui est rendement, coût, combien ça coûte, qu'est-ce que je vais devoir investir, etc. Et moi, ce qui était super intéressant avec le business model des box par abonnement, c'est que je suis étudiante, je n'ai pas de capital, on va dire, à investir, à part quelques centaines d'euros que j'ai économisés. Donc, comment je fais? Parce que finalement, on ne peut pas créer une entreprise non plus sans investir. Et en fait, je me suis dit, OK, l'avantage avec les box par abonnement, si je m'oriente vers ce qui est campagne de crowdfunding, c'est que je vais pouvoir en fait faire des précommandes, donc ne pas investir d'argent ne pas donner de l'argent à mes fournisseurs tant que je n'ai pas le nombre exact de box commandées. Ce qui va me permettre de ne pas avancer d'argent dans le vide finalement. Et je me suis dit, bon, ça c'est déjà un super avantage. J'ai commencé à parler avec des marques, etc., qui m'ont répondu. Et puis j'ai commencé à voir en fait une chose aussi très intéressante, c'est que la box par abonnement, le but c'est vraiment de dire, OK, on va présenter votre produit aux gens en fait, qui sont abonnés à cette box, qui vont vous découvrir, parce qu'il y a des marques qui ont de la visibilité, mais justement, il y a des petites entreprises qui font un travail super et qui ne sont pas visibles parce qu'on n'a pas l'idée et que c'est des marques qui ne sont pas forcément très bien référencées sur Google, puisqu'évidemment, c'est toujours les plus grosses qui sont en haut de la liste. Et je me suis dit, c'est super intéressant parce que, par exemple, cette dame-là, son travail et puis ses produits, je ne l'aurais peut-être pas trouvé si toute seule, j'avais juste tapé huile pour le visage, imaginons. Et je me suis aussi rendu compte d'une chose, c'est que l'avantage, il est énorme en valeur perçue, puisqu'en fait, les produits, la valeur totale de la box, la plupart du temps, elle va représenter le double de ce que coûtent les produits achetés un par un. Donc, c'est-à-dire, pour vous donner à titre d'exemple, là, la première box de novembre qui est en précommande, il y a une valeur totale de produits, si on les achetait séparément tout seul, de 65 € avec tout ce qui est frais de livraison, voire même un peu plus, entre 65 et 70 €. Et là, elle est en précommande à 30 €, frais de livraison compris. Et du coup, je me dis, waouh, en fait, ça a un vrai avantage pour les acheteurs, puisqu'on va vraiment leur apporter de la valeur en leur faisant découvrir des marques qui ne seraient pas forcément allées découvrir d'eux-mêmes comme ça. En plus de ça, ils vont payer beaucoup moins cher que s'ils avaient acheté les produits séparément. Et on est dans une démarche éco-responsable. Donc, en plus, ça va leur apporter des outils au quotidien pour les gens qui ne sont pas encore très sensibilisés ou qui ont envie de se sensibiliser et de consommer différemment. Et vraiment, j'ai été très étonnée puisque j'ai découvert, en tant que personne, on va dire, lambda qui n'avait jamais fait d'entrepreneuriat, j'ai découvert que les marques, sur la grille tarifaire qu'elles présentent à leurs partenaires, on va dire, le prix fournisseur, en fait, représente la plupart du temps 50%, un rabais, une réduction de 50% par rapport au prix du commerce classique quand un client lambda va aller, imaginons au Monoprix, acheter ce produit-là. Et je me suis dit, OK, c'est très intéressant. Ça veut dire que, par exemple, dans ma première box de novembre, il y a une bento box de la marque Mon Bento, donc qui permet de mieux contrôler ce qu'on mange et de ne pas faire de déchets en achetant des plats emballés dans du plastique, etc. Et ce produit-là, sur leur site, il est vendu à 35 €. En fait, la bento box de base est vendue à 35 €. Selon les motifs, etc., ça monte très, très haut. Mais tout ça pour dire que je me suis dit, OK, moi, en fait, là, avec la box que je propose, je suis capable de proposer une box avec 4 produits, dont cette bento box, pour un total de 30 €, alors que la box toute seule vaut 35 € dans le commerce classique. Et c'est là où je me suis dit, OK, je pense que ça peut vraiment apporter une valeur ajoutée et moi, ça m'intéresse de travailler là-dessus. Donc ça a été la première étape, c'est-à-dire me renseigner un peu sur tous les détails de mise en place technique, et c'est un peu la partie la plus complexe, du moins au début, parce qu'après, c'est aussi très compliqué.
Mais ça a été vraiment les premiers jalons. Puis ensuite, le but de la Go Green Box, donc c'est une box éco-responsable où on va proposer des produits zéro déchet pour consommer mieux. Donc, c'est-à-dire que le but, c'est vraiment pas de... C'était pas forcément d'aller vers les gens qui étaient déjà les plus sensibilisés et les plus, comment dire, et les plus confirmés sur le sujet de l'écologie, des tenants, des aboutissants, mais plutôt d'aller vers les gens qui ont envie d'aller plus loin dans leur démarche, mais qui ne savent pas trop comment s'y prendre, puisque je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'en tant qu'étudiante, justement, on n'a pas beaucoup d'argent, etc. On n'a pas forcément envie d'aller mettre un prix important dans des produits du quotidien. Sauf qu'il y a une chose dont je me suis rendu compte, c'est que j'avais des amis qui étaient très sensibilisés sur le sujet. Et il y a des petits gestes, en fait, qui sont assez anodins, finalement, mais ne serait-ce qu'apporter une gourde avec soi à la fac pendant la journée, ça nous permettra d'éviter d'acheter peut-être 1 à 2 bouteilles d'eau en plastique qu'on va aller jeter dans la même journée. Et je me suis dit, OK, bah, tu vois, ça, typiquement, c'est des produits, la gourde, la bento box, qui sont des produits qu'on peut facilement, finalement, mettre dans la main de tout le monde et les gens vont se prendre au jeu, si je puis dire, et vont être super contents de l'utiliser si elle arrive directement entre leurs mains. Donc, je me suis dit, l'avantage aussi de la box, c'est qu'on ne va pas dire, OK, bougez-vous, allez chercher dans tel et tel magasin tel produit, là, vous trouverez peut-être ci, là, ça, etc. Mais là, ça vient directement chez vous. Vous n'avez aucun effort à part cliquer sur le bouton pour l'achat. Et vous allez avoir une sélection de produits dont nous, on a vérifié auparavant que les marques respectaient la vision qu'on veut proposer, une certaine éthique, etc. Tout ça, ça va arriver directement chez vous, sans effort. Donc, vous n'avez pas tout ce qui est recherche, tout le côté pénible, tout le côté de la comparaison, etc., entre les différents produits, les avantages, inconvénients. Donc, ça a été aussi quelque chose, c'est de me rendre compte que, bah, oui, finalement, peut-être que ça aussi, c'est un avantage à proposer et que ça peut intéresser des gens. Et puis, donc là, ça a été les premiers jalons. Et je me suis aussi dit une chose, c'est que par rapport aux autres box, là, qui sont éco-responsables, je me suis dit, il faut faire attention parce que, OK, tu veux proposer des produits éco-responsables, que ce soit cosmétiques, lifestyle, tout ça, dans une même box. Mais éco-responsable, c'est bien. Maintenant, il faut que ton projet il soit peut-être un peu plus global parce que si on parle d'éco-responsable, il y a beaucoup de marques qui se disent éco-responsables et peut-être qui font voyager leurs produits depuis l'autre bout de l'Atlantique. OK, est-ce que c'est ça, moi, que j'ai envie de proposer? Et là, je me suis dit, bah, en fait, en découvrant les petits artisans, je pense par exemple à une dame qui a son atelier de cosmétiques, justement, en France, que j'ai découverte en faisant des recherches. Et elle qui fait tout ça en fait à la main dans son petit atelier et qui fait des productions de très petites séries en fait. Donc elle m'a dit, bah moi, il faut que vous me disiez à l'avance parce que je peux faire que tant de produits. Il n'y en a pas forcément beaucoup puisque je les fais toute seule, etc. Et c'est une production un peu cyclique. Donc je ne produis pas à la chaîne comme ça. Et je me suis dit, bah, peut-être que c'est plus intéressant d'aller mettre la lumière sur ces gens-là qui habitent près de chez moi, on va dire relativement plus proche que celui qui habite aux États-Unis, et de mettre ces gens-là en lumière dans la box, sachant que finalement, éco-responsable, peut-être que c'est bien que ce soit ancré dans quelque chose aussi pour que ce soit vraiment cohérent dans l'économie locale, on va dire finalement, c'est-à-dire de travailler avec des entreprises françaises pour valoriser aussi nos savoir-faire et les expertises des gens qu'il y a ici. Et c'est vrai que justement, là, ce que je disais sur la valeur des produits perçus à l'achat, c'est que je me suis rendu compte que là, l'avantage, c'est que justement, les gens qui n'ont pas forcément envie de mettre, je ne sais pas trop, on va dire 15 € dans un produit qu'ils peuvent acheter dans une grande surface pour le quart, voire le 1/5 du prix, peut-être que si là, ça arrive dans la box et que ça leur permet de l'avoir à un prix bien moins élevé, là, ils vont se dire, OK, je suis prête à utiliser ce produit-là et peut-être après à aller découvrir d'autres produits de leur gamme. Puisque souvent, en fait, ce qui intéresse les marques, c'est que
quand quelqu'un va bien aimer le produit qui était présent dans la box, elle va aller se renseigner sur leur site et puis elle va peut-être commencer à acheter d'autres produits qu'ils proposent. Et donc, là est née un peu l'idée de, oui, c'est un projet éco-responsable, mais j'ai envie qu'il soit aussi ancré dans une dynamique solidaire. Quand je dis solidaire, c'est-à-dire donc travailler avec des entreprises françaises, mais qui produisent en France aussi. Ou du moins, où la démarche soit responsable, c'est-à-dire que s'ils ne produisent pas en France, que ce soit cohérent et toujours quelque chose de respectueux. Et à ce moment-là, je me suis aussi dit, OK, si j'ai envie d'aller au bout de ma démarche, je ne sais pas si vous connaissez ces entreprises, mais moi, j'avais déjà entendu parler auparavant, sans trop savoir exactement, sans trop savoir en quoi ça consistait, qu'il y avait des entreprises qui employaient des personnes en réinsertion sociale, donc par exemple des personnes handicapées. Et je me suis dit, bah tiens, en fait, en cherchant, je me suis rendu compte que en fait, ça s'appelle des ESAT. Ces entreprises-là, il y en a près de chez moi, et en plus de ça, beaucoup sont spécialisés en fait dans certaines tâches. Donc, par exemple, vous avez mise en pli, confection de boîtes, enfin ce genre de choses, qui sont en fait des tâches assez répétitives où ils peuvent faire du stockage, et ça permet à ces gens-là d'avoir un travail. Et je me suis dit, bah, tiens, comme par hasard, il y a confection de box. Et en me renseignant, c'est vrai qu'il y a plusieurs box, plusieurs entreprises qui ont besoin de faire du stock et à la fois de la confection, qui travaillent avec eux. Donc, je me suis renseignée, j'en ai contacté plusieurs. C'était très compliqué parce qu'on était pendant le Covid. Donc, les gens ne sont pas forcément joignables. C'est très, très complexe d'avoir des informations. Et en fait, en me renseignant, donc, je me suis rendu compte qu'évidemment, ça implique un coût, ça, pour l'entreprise, puisqu'on ne passe pas par quelque chose de classique qui va faire ça à la chaîne, etc. Mais je me suis dit, bah, tiens, ça, c'est quand même aussi quelque chose d'important pour moi qui me tient à cœur. C'est peut-être que je vais avoir beaucoup moins enfin, beaucoup moins. C'est-à-dire que je vais avoir moins de bénéfices en additionnant à la fois le fait que je veux travailler avec des entreprises françaises, je veux pouvoir travailler avec cette entreprise-là, parce que pour moi, ça a du sens. Mais le projet, il a du sens pour moi et je me dis, bah, si ça a du sens, je serai bien plus impliquée et bien plus à même de le diffuser, on va dire, et de l'assumer finalement. Puisque je pense que quand on monte quelque chose, je ne sais pas si je me sens entrepreneur, mais en tout cas, je me sens actrice de mon propre projet et je me sens impliquée et j'ai envie d'en parler et je sais en parler parce que ça m'anime et parce que ça me correspond, ça me parle. Et du coup, à partir de là, j'avais un peu toutes ces données-là, donc c'est-à-dire les fournisseurs avec qui je voulais travailler, en tout cas sur l'idée globale. J'avais déjà des marques qui m'avaient répondu, qui correspondaient à ce que je cherchais. J'avais les AT avec qui je voulais travailler par la suite, puisqu'il faut qu'il y ait un minimum de choses qui soient mises en place avant. Et puis, j'avais aussi, OK, je vais passer par une campagne de crowdfunding parce que c'est ce qui me paraît le plus intéressant pour moi. Et puis, à partir de ce moment-là, est arrivée, on va dire, la mise en place plus complexe, je dirais, pour moi, parce que je suis pas du tout... Enfin, j'avais pas du tout de compétences là-dedans, ce qui est communication, comment on met en place une campagne, comment on fait des beaux visuels, comment on va en parler, etc. Alors, c'est vrai que moi, j'aime bien écrire, donc ça ne me dérangeait pas. Tout ce qui était expliquer le projet, comment le raconter, comment transmettre l'idée que je veux transmettre. Mais ce qui était plus dur, c'était, bah, OK, moi, j'ai pas Enfin, j'ai envie que ma page de campagne, elle soit belle, qu'on puisse voir que c'est un projet sérieux, que ce n'est pas quelque chose qui a été fait à l'arrache. Et donc, sur ce niveau-là, c'est vrai que le début a été très compliqué. Mais là-dessus, j'ai eu la chance en fait, d'avoir un contact par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre qui, lui, travaillait dans ce secteur-là et qui m'a gentiment proposé de m'aider. Et qui en fait m'a produit, en fait moi j'étais dans tout ce qui était rédaction de texte, etc. Et lui il m'a apporté des visuels à partir de ce que je lui ai transmis, donc c'est-à-dire les produits que je voulais mettre en valeur, un peu ma vision, donc c'est-à-dire que comme je suis jeune, c'est vrai que je voulais insister sur quelque chose de dynamique, de quand même sympa. J'ai pas du tout envie d'aller dans quelque chose de, comme on parle d'écologie, de quelque chose
culpabilisant, c'était pas du tout ma vision. C'était moi, je ne suis pas quelqu'un qui suis à fond dans l'écologie, mais je pense que c'est important aujourd'hui d'aller vers un mode de consommation différent. J'essaye de faire la démarche en même temps que vous, et voilà des outils qui peuvent nous aider à avancer ensemble, puisque chaque petit geste de chacun va être important. On ne dit pas décisif, mais du moins important, et ça apportera quelque chose. Et donc, lui m'a aidé. C'est vrai que, en fait, je pense que ce qui est extrêmement compliqué du point de vue, du point de vue entrepreneurial, encore plus quand on est jeune et qu'on n'a pas de compétences particulières dans le domaine, c'est que je me suis retrouvée finalement un peu, je dirais pas perdue, mais plutôt, je sentais que je perdais beaucoup de temps parce qu'il y avait beaucoup de choses que je connaissais pas, que je ne savais pas faire. Donc finalement, quand on n'a pas quelqu'un qui nous dit « Non, attention, ne prends pas ce chemin-là, ça prendra 3 heures de plus. » Donc nous, on prend celui-là, on fonce tête baissée. Puis on se rend compte que, ah bah mince, au final, je sais que ce temps-là, j'aurais pu le passer à envoyer des mails sur autre chose pour avancer mieux. Et finalement, je me suis dit, ok, bon bah, c'est pas grave finalement, parce que moi, peut-être la différence avec beaucoup de gens qui se lancent peut-être plus âgés, c'est que j'ai mes études à côté. Donc c'est vrai que c'est un poids dans le sens où bah, c'est compliqué quand on a cours, effectivement, de se dire, bon, bah tiens, il est 22 heures, non, je vais pas aller me coucher, je vais bosser 2 heures sur la boxe parce qu'il le faut. Mais finalement, la différence, c'est que je me suis dit, dans tous les cas, j'ai un filet de sauvetage, j'ai rien à perdre. Si jamais demain ça s'arrête, que ça marche pas, que voilà, bah, moi j'aurai toujours mes études. Donc je me suis dit, ok, c'est pas grave. Dans tous les cas, tout ce que tu apprends aujourd'hui, je sentais, même si à chaque fois, peut-être que c'était un peu douloureux. Par exemple, quand je dis douloureux, c'est un grand mot, hein, mais en vacances, j'étais cet été avec des amis, par exemple, pendant 10 jours. Et puis, bah, à un moment, oui, quand ils sont partis en balade pendant 2 heures l'après-midi, je me suis dit, ah bah non, moi, j'ai pas fini ce que je dois faire sur le travail sur la page de crowdfunding. Il faut vraiment que j'avance parce que j'ai une deadline demain, imaginons, parce que sur le crowdfunding, on a des accompagnateurs, etc. Des fois, il y a des choses à mettre en place dans des délais précis. Et oui, bah, peut-être que voilà, l'été, c'était un stress supplémentaire. Je n'étais pas non plus le nez au vent en train de me dire j'ai qu'à penser qu'à mon petit bien-être et confort là sur le moment. Mais c'est vrai que j'ai été aussi très entourée dans le sens où je pense que les gens qui étaient autour de moi m'encourageaient, me disaient c'est un super projet, etc. Donc il y a beaucoup aussi de se dire ok, je me lance, mais je ne suis pas non plus toute seule, je peux demander des conseils. Moi, j'ai été beaucoup dans l'échange, c'est-à-dire que je n'ai pas forcément confiance en tout ce que je dis ou ce que je fais, donc j'étais super contente de pouvoir juste avoir des regards extérieurs et très bienveillants aussi. Sur le travail que je faisais et ce qui pouvait s'améliorer, puisque finalement, c'est vrai que comme nous, on est focus sur peut-être quelques détails qui, en fait, quelqu'un d'extérieur va se dire, bah non, c'est pas du tout choquant. Peut-être que là, par contre, tu pourrais modifier ça. Donc voilà, et par exemple, cette même semaine-là, des amis m'ont aidé à filmer la vidéo de campagne de crowdfunding. Ça a été un super moment. On était super contents du résultat de la vidéo, qui était une vidéo sans prétention. Ça a été tourné avec un appareil photo, et puis c'est tout, près des vignes. Mais il y avait aussi beaucoup une expérience finalement assez unique et qui, en tant que personne, moi, je trouve, a été extrêmement enrichissante. Et peut-être que justement, le fait de se mettre un peu en danger, disons, hors de sa zone de confort, ça pousse aussi à mieux se connaître et à aller chercher un peu la difficulté, et ce qui est vraiment une bonne chose, et ce qui nous élève finalement, je trouve, en tant que personne. Ça nous apporte beaucoup de nouvelles connexions. C'est vrai que ce projet, donc là, je suis en campagne de crowdfunding. J'ai parlé à des gens avec qui je pensais jamais avoir de connexion. À titre d'anecdote un peu rigolote, en fait, je suis passionnée de cinéma et de théâtre, et j'ai fait quelques petits tournages, j'ai fait de la figuration, etc. Et par hasard, en fait, il y a 1 an, sur un tournage, je faisais de la figuration, et j'ai rencontré au total hasard une comédienne que j'aime beaucoup, qui est aussi influenceuse et qui fait des projets divers et variés sur Internet. Et à ce moment-là, je n'avais pas du tout encore le projet de la boxe.
mais j'étais allée la voir pour lui parler parce que j'aimais beaucoup son travail. Et en fait, il s'avère que cette personne, donc elle est suivie par plus de 300 000 personnes sur Instagram. Et en fait, elle a un concept où les marques qui lui envoient des produits, elle fait ce qu'on appelle des vidéos unboxing, où en fait, elle déballe les produits devant la caméra avec des petits sketchs rigolos. Enfin, ça change un peu de la pub classique des influenceurs, on va dire. Et en fait, je l'ai recontactée à la fin de cet été quand je commençais à mettre en place le projet vraiment dans le vif du sujet. Et elle m'a répondu et elle m'a dit très gentiment qu'elle accepterait avec plaisir de parler de mon produit dans ses stories Instagram. Et je me suis dit, bah, tiens, ça c'est vraiment un exemple on va dire, networking dans le sens vraiment positif du terme, c'est-à-dire que cette personne, moi je lui apporte rien, c'est-à-dire que j'ai conversé avec d'autres gens qui sont suivis par le même nombre d'abonnés, c'est des prix pour des publicités qui atteignent plusieurs milliers d'euros. Elle me fait ça gratuitement parce que en fait, j'avais aucune idée de ce qui allait se passer ensuite, mais comme j'aime bien son travail, j'ai pensé aller la voir et lui dire tout le bien que je pensais de son travail. Et voilà, donc ça, c'est une des belles aventures. Donc, je suis allée lui donner une box qui était le premier prototype, que je suis allée lui déposer en main propre et c'était une super belle rencontre. Donc, voilà, ça, c'était à titre d'exemple, mais c'est vrai que j'ai rencontré beaucoup de gens, finalement, pas forcément avec le Covid en face à face, mais par téléphone ou par échange par mail. Et je me suis aussi rendu compte que il y a beaucoup de gens, alors c'est compliqué, mais il y a beaucoup de gens bienveillants, il y a beaucoup de gens qui peuvent nous apporter beaucoup, on peut s'aider mutuellement. Et finalement, quand on tend la main à quelqu'un un jour, peut-être que dans un an, ce sera cette personne qui nous rendra l'ascenseur. Donc voilà, c'est aussi, on va dire, un cercle vertueux dans le travail qui me pousse, même si encore une fois, c'est pas non plus une aventure facile. Il y a des hauts et des bas. C'est vrai que si je peux parler des difficultés, pour finir un peu, je dirais que le gros point noir pour moi, ça a été vraiment la communication, parce que c'est vrai que je ne m'attendais pas à ce que cette année, scolairement parlant, soit aussi prenante. Ça a été assez violent, je dois dire. Et la communication, c'est quelque chose de chaque instant. Et peut-être qu'on ne se rend pas compte du travail, enfin de la masse de travail que ça représente, d'être présent chaque jour sur les réseaux sociaux, d'apporter tous les jours du contenu différent. C'est vrai qu'au début de l'année, j'arrivais à suivre un peu le rythme, on va dire. Mais là, je me suis un peu laissée dépasser par les événements et ça fait que, oui, disons que c'est un peu décevant dans le sens où on se dit, bon, mince, je ne fais pas le maximum pour que ça marche. Je ne suis pas là où je devrais être, mais mince, en même temps, je suis un peu tiraillée parce que de toute façon, il ne faut pas que je perde de vue que ma base vraiment solide aujourd'hui, c'est mes études. Pour l'instant, il n'y a rien qui est encore fait, donc il ne faut pas que je délaisse ça non plus. Mais encore une fois, je pense que même si ce constat et ces difficultés sont là, c'est qu'un encouragement à se dire, ok, cette année, elle est très prenante. Je n'ai pas forcément fait le maximum à ce niveau-là, mais qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place ensuite, soit pour mieux m'organiser, soit pour m'entourer de quelqu'un avec qui on va être complémentaire et qui va pouvoir m'aider sur ce plan-là. Et là, de ce côté-là, je pense que j'ai encore beaucoup de choses à découvrir. Et voilà, je pense que, j'ai fait le tour. Ah, voilà, je remets le son. Vraiment, merci. Ça, t'as fait un one-shot de la présentation avec toute sa cohérence. Kodou, qui est la présidente de l'amicale, dit quel réalisme et quelle maturité. Et effectivement, c'est vraiment ce qu'il en ressort de ton explication. Ce que l'on a compris, c'est que oui, t'as fait un choix qui te ressemble dans la mise en place de cette box. Du moins, une opportunité ou une volonté de pas travailler, du moins de pas être l'étudiant qui travaille
dans un, dans une, comment je peux dire ça, dans un, moi, l'étudiant habituel qui travaille dans un secteur qui est soit au niveau alimentaire, bon, je vais pas faire de pub, mais McDo, Burger King ou sortie d'école, et te dire, eh ben voilà, je vais me lancer dans le secteur de l'entrepreneuriat, mais quoi? Et donc au fil de tes recherches, et ben voilà, ça t'a amené sur cette box avec l'envie de faire connaître non pas simplement la cosmétique, mais d'autres produits, quelque chose de global à offrir à tes clients et, euh, et également cette proposition de valeur de dire bon, comme tu le dis si bien, hein, j'ai pas la manne financière, mais si on me suit, on va me suivre à travers cette campagne de crowdfunding qui va me faire via la communication, qui va me permettre de lancer effectivement ce projet et de mettre tout ça en avant, tout ça en suivant la formation. Donc vraiment, en suivant pardon ta scolarité. Donc vraiment bravo encore à toi. Je vais laisser la parole aux participantes. Euh, pour celles qui ont envie de poser des questions. Je sais qu'à un moment... Pardon? J'aurais peut-être une petite Ah, question. sourire, voilà, très bien. Déjà, bravo, vraiment bravo, bravo, bravo pour ce que vous avez fait, parce que surtout à votre âge et avec vos études en parallèle, le fait de se lancer, c'est vraiment un gros pas. Et franchement, bravo. Je suis vraiment très inspirée, chapeau bas, parce que je sais que c'est pas du tout évident, d'autant plus que vous n'êtes pas du tout du domaine et que tout a été parti. L'idée était partie du moment déjà que vous refusiez de faire en fait, un part-time job qui ne vous plaît pas. Déjà, ça en dit long sur votre caractère, votre engagement, votre bien-être envers vous-même. Et ça, rien que pour ça, vraiment bravo et chapeau bas. Vraiment. Sinon, la question que j'aurais, là, vous dites que vous proposez plusieurs produits et que la somme de produits, elle est inférieure, beaucoup plus inférieure que les produits séparément vendus. Est-ce que les produits que vous proposez, c'est sous format échantillon ou sinon, comment vous arrivez à négocier pour vraiment baisser les coûts? Oui, alors je vais peut-être juste vous faire un petit partage d'écran juste pour que vous voyez les produits que je propose dans la box de ce mois-ci pour intervenir dessus. Hop, hop. Alors, tac, je mets ça en plein écran. Vous voyez bien? Oui. Ok, très bien. Alors, du coup, le but, moi, justement, ce que je voulais, c'était ne pas avoir à proposer des échantillons pour que vraiment les gens puissent avoir une expérience la plus complète possible avec le produit. Et c'est vrai que finalement, j'ai été très étonnée, c'est ce que j'ai dit, je crois, à un moment, c'est que je me suis rendu compte que sur des produits qui ne sont pas des échantillons, donc là, par exemple, ce mois-ci, on a une bento box, une huile pour le corps. Je connais déjà Mira, oui. Je connais déjà. Et en fait, je me suis rendu compte que les prix fournisseurs, quand on travaille avec ces marques-là en interne en tant que professionnel, proposaient déjà pour la plupart des prix 50% inférieurs au tarif client classique. Et donc, en fait, je me suis dit, bah, finalement, il n'y avait pas tellement, pour la plupart des marques, il n'y avait même pas tellement de négociations à mener, puisque je me rendais compte, par exemple, pour un produit comme le shampoing solide qu'on a dans cette box, qui est vendu, je crois, avec la livraison, ça coûte tout compris 13,50 € pour quelqu'un qui veut commander ça sur Internet. Bah, en fait, moi, j'ai en tarif professionnel, il me semble que j'ai 6 pièces pour... je ne sais plus exactement le prix, mais c'est divisé par 5 ou 6. Enfin, c'est quelque chose d'assez énorme. Donc, finalement, là-dessus, c'est là où je me suis rendu compte que c'était hyper intéressant aussi parce qu'on peut proposer à des gens des produits qui coûtent en valeur
en valeur marchande. C'est des produits qu'on ne peut pas vraiment se procurer comme ça, c'est-à-dire sur un coup de tête, à un prix bien moins élevé, ce qui rendait ça très intéressant. D'accord. Et sinon, est-ce que vous avez une limite de prix pour vos box? C'est-à-dire, est-ce que vous visez plutôt des box à petit prix ou vous visez des box en traite de gamme ou enfin, c'est comment vous pensez? Est-ce que vous avez une limite de prix par rapport à ça? Alors, là-dessus, moi, j'étais sur une idée de toute façon de, on va dire, démocratiser, entre guillemets, les produits éco-responsables qui coûtent la plupart du temps cher, enfin cher quand on compare évidemment aux produits qu'on peut trouver en grande surface qui viennent de l'autre bout de la planète, etc. Mais là-dessus, je ne me suis pas dit, je veux absolument proposer quelque chose de très peu cher pour que tout le monde puisse l'acheter parce que tout ça, ça a un coût quand on parle de produits en France, de travailler avec un ESAT, ça représente quand même des coûts importants. Après, c'est vrai que je n'étais pas non plus dans une optique de marger le plus possible parce que, encore une fois, moi, ce n'est pas mon but là aujourd'hui. Surtout que je sais que quand on démarre une entreprise, on fait rarement des bénéfices dès le début. Le but, c'était vraiment de dire, il faut que je sois dans une tranche de prix qui permette à la fois à des gens qui n'ont pas des moyens, qui n'ont pas beaucoup de moyens de pouvoir profiter de ça, mais à la fois de pouvoir travailler avec des marques en les rémunérant justement, puisque de toute façon, c'est évidemment une certaine gamme de prix d'entrée de jeu. Mais en fait, c'est des produits, comme je vous le dis, comme je peux les acheter, on va dire, à 50% de moins, ça permet quand même sur le panier global d'arriver à un prix qui reste tout à fait correct. Donc moi, ma marge, le prix à ne pas dépasser pour la box, on va dire globalement, je ne voulais pas passer au-dessus de 35 €. Ça, c'était le prix que je m'étais fixé. En faisant un peu une étude de marché sur toutes les box qui existaient, je me suis dit, OK, c'est ça que je veux proposer parce que ça va me permettre à la fois de proposer des produits intéressants, donc pas d'échantillons, et puis de rester quand même dans quelque chose d'assez correct, sachant que le but, c'est que la personne s'abonne et qu'elle ait un tarif dégressif sur plusieurs mois. D'accord, intéressant. Et généralement, combien de produits vous avez par box? Alors, moi, j'étais partie sur 3 à 5 produits par box, sachant qu'en fait, je compte adapter finalement en fonction de s'il y a souvent un produit phare qui coûte cher. Par exemple, dans la première box, on va dire que le produit phare, c'est la bento box qui, comme je vous l'ai dit, coûte 35 €, voire plus. Donc, c'est vrai que le but, c'est aussi de vraiment pouvoir apporter une valeur ajoutée en termes d'économie. Mais de rester quand même dans quelque chose de sympa. On va quand même pouvoir découvrir plusieurs produits. Donc, je m'étais vraiment fixé 3 à 5 produits dans chaque box à chaque fois. D'accord. Et quelles sont les valeurs sur lesquelles vous choisissez, ou plutôt selon quels critères vous choisissez les marques partenaires? Alors, là-dessus, du coup, ce que je disais, j'ai pas de critères, on va dire, j'ai pas une grille, je vous le dis, je débute tout à fait dans le domaine, etc. Moi, j'y vais à tâtons. Tout d'abord, le but, c'est de travailler avec des entreprises qui partagent un peu les mêmes valeurs, c'est-à-dire qui vont vers le consommer mieux, qui prennent leurs responsabilités de ce côté-là, de proposer quelque chose de cohérent à la fois sur le plan humain et sur le plan de la consommation. Donc, c'est-à-dire sur le produit proposé en lui-même, quelle est la valeur ajoutée pour les gens? Est-ce que c'est un produit qui est sympa? Est-ce que c'est un produit qui est dans un contenant responsable qui colle avec ce qu'on propose? Et après, c'est aussi dans l'échange de voir, en parlant avec les gens, finalement, ce qu'ils ont envie, quelle est la vision quelle est la vision qu'ils apportent, comment ils travaillent, est-ce que c'est une petite production, une petite entreprise? Enfin voilà, encore une fois, par exemple, quand je disais que je ne veux travailler qu'avec des entreprises françaises qui produisent en France, ça, je ne suis pas du tout fermée. C'est-à-dire que si c'est une petite entreprise, mais qui, comme justement c'est une petite structure pour l'instant, qui a trouvé un atelier avec des gens qu'elle rémunère très justement, qui ne se situent pas en France, je ne vais pas non plus écarter directement. Mais le but, c'est vraiment de rester dans une démarche cohérente pour ne pas mettre en défaut à la fois vis-à-vis de moi et vis-à-vis des gens qui achètent la box. Merci beaucoup. Très bien, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, moi, j'ai une question et une suggestion.
Déjà, bravo Inès pour votre projet. Franchement, à votre âge, vous avez vraiment de l'audace. Et j'aurais voulu avoir la même audace en fait que vous à votre âge, franchement. Et c'est un très beau projet, donc il faut vraiment voilà, c'est de maintenir la motivation et le cap. Maintenant, moi j'ai une question en fait, c'est les produits que vos partenaires proposent à moins de 50%. Est-ce que vous savez si c'est un produit avec des petits défauts ou c'est vraiment des produits neufs en fait sans défaut? Alors, ce sont des produits neufs, tout à fait. Alors, quand je dis D'accord, 50%, à chaque fois, il y a une marge. C'est-à-dire que ça peut être 30 à 60. Enfin, voilà, c'est pas à chaque fois 50%. Mais c'est là où je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'entreprises qui margent beaucoup, puisqu'en fait, finalement, si moi, on me propose en tant que professionnel à moins de 50%, hein, qui se font quand même une marge, pour le client qui achète ça, je ne sais pas combien de fois plus, voilà, c'est là où on se rend compte déjà d'un décalage assez important. mm, Mais ensuite, par exemple, je sais qu'en termes de négociation, ensuite, c'est vrai que, par exemple, mon bento m'a dit, bon, bah, par exemple, si vous proposez à vos clients des fins de série, on peut vous faire un prix. Mais ce ne sont pas des d'accord. produits, enfin, pas abîmés, mais enfin, ce sont des produits neufs. D'accord, parce qu'en fait, si vous voulez, bon, après moi, c'est par rapport à la cosmétique. Il Mhm. faut savoir alors ça dépend des usines, mais je sais qu'il y a 10% de pertes en fait quand ils D'accord. font de la production. Et souvent, ces 10%-là est lié, dans ces 10%, il y a des produits, par exemple, il y a un problème voilà, parce que des étiquettes ne sont pas bien positionnées, parce que voilà, c'est des petits défauts, en fait, que des fois, les consommatrices, elles ne le voient pas, en fait. Et souvent, Mhm. ils proposent ces produits-là en boutique interne aux salariés, mais à des prix vraiment très, très bas. Après, je ne sais pas si vous êtes très regardante, en fait, sur l'aspect final de votre produit pour votre box. Si vous voulez vraiment faire plus de marge, pouvoir peut-être voilà, atteindre faire plus de marge, peut-être c'est une piste à creuser, parce qu'en plus, pour moi, c'est un vrai gâchis. Hein, parce que Mhm. des fois, il y en a qui les jettent. Hein, et c'est des produits, des Mhm. fois, juste parce qu'il y a des petits défauts. Et c'est une piste peut-être à creuser dessus pour peut-être vous négocier un prix encore plus bas pour votre box. Oui, tout à fait, c'est très intéressant. C'est vrai que je pense que là, comme on va dire, je suis dans la période de lancement, c'était pas la chose qui m'intéressait le plus tout de suite parce que je me disais, il faut aussi que, en termes d'image de marque, là, les gens, Mm. quand ils ont leur première box, ils se disent waouh. Après, c'est vrai que justement, dans tout ce qui est démarche éco-responsable, je trouve que ce que vous venez de dire, c'est vraiment super intéressant et c'est quelque chose vers lequel j'avais envie de me tourner, puisque effectivement, je sais que par exemple, là, pour une box prototype que j'ai donnée à l'influenceuse, la, quand je suis allée voir la personne qui fait les huiles, bah, par exemple, toutes les bouteilles où il y a une mauvaise étiquette, où il y a eu un défaut dans la production, c'est écarté, ça s'en va. Et effectivement, ça, je pense que pour des gens qui sont vraiment sincères dans leur démarche, ça ne les dérangerait pas de recevoir une bouteille avec une étiquette si on leur spécifie que voilà, on récupère Voilà. genre de produits, effectivement. En fait, c'est vrai, il faut être transparent après avec votre client. Mais Complètement. vous voyez, ça, c'est une piste aussi parce que je vois beaucoup de gâchis dans ces pertes-là. C'est 10% de pertes, enfin, c'est une moyenne. Après, ça peut être plus ou moins en fonction de la taille de production. Hein. Alors souvent, alors moi, dans mon ancienne boîte, ils les vendent à un prix à 1 euro, 2 euros, hein, des produits de qualité, testés, tout ça. Et ou alors ils les jettent. Et ça, je trouve ça dommage de ne pas le mettre à disposition pour des femmes qui ont des consommatrices ou des consommateurs qui ont moins de moyens de s'offrir des produits de qualité. Et c'est vrai que après, je comprends que vous voulez vraiment offrir un box, voilà, pour démarrer, pour offrir un box avec des produits de qualité. Après, si vous voulez pousser, c'est vrai, la démarche éco, ça peut être une piste, même, il y a un gain dans le coût, mais aussi il y a un gain dans comment dire, l'écologie, en fait. Donc, Mm. voilà. Merci, tout à fait. Donc, voilà, Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez d'autres questions? J'essaye de voir s'il y a des personnes qui. Alors moi, j'en ai une.
Donc effectivement, là, tu es parti sur sur la box de mois de novembre. Tu as déjà des pistes sur celle de décembre, janvier 2021, etc. Est-ce que tu as déjà fait une genre de plan plan de com pour après? Alors, j'ai Comment pas ça se de passe? plan précis pour l'instant. C'est vrai que, en fait, quand j'avais fait ma démarche de contacter en masse, on va dire, les marques qui m'intéressaient, sur en fait toutes les marques qui m'avaient répondu, comme là, j'ai que, entre guillemets, 4 produits dans la première box, c'est vrai que là, j'ai des marques en réserve, on va dire, avec qui potentiellement j'ai envie de travailler sur les futures box. Après, c'est pour ça que je suis super ouverte. Et puis surtout, je trouve que finalement, on va dire que c'est peut-être la partie la plus facile, puisque en fait, il y a une possibilité qui est infinie. Et quand on se met un peu à chercher, bah voilà, comme ici, à faire du réseautage, etc., enfin, il y a beaucoup de volontaires pour créer des synergies et avancer. Donc ça, c'est vrai que c'est pas enfin, c'est pas quelque chose où je me dis j'ai vraiment besoin de faire un plan 6 mois à l'avance, imaginons, mais évidemment qu'il va falloir s'y pencher euh, une fois que le projet sera définitivement lancé, si ça se fait, et je l'espère. D'accord. Ta campagne Ulule, là, elle a démarré quand? Alors, elle a démarré, oh là là, attendez, elle a démarré il y a 3 semaines. D'accord. Et en fait, voilà, donc là, je suis à 53 précommandes. En fait, moi, mon objectif, on va dire que pour me lancer de manière extrêmement tranquille, il faudrait que j'atteigne 100 précommandes, sachant que, en fait, justement, je vous parlais tout à l'heure d'une publicité qui allait être effectuée par une influenceuse, et donc là, qui va bientôt avoir lieu. Et donc, j'attends de voir si ça va me permettre d'avoir un tremplin ou pas. Et en fonction de ça, j'ajusterai pour voir quelle sera ensuite ma stratégie pour la suite. D'accord. D'accord. Très bien. Je voulais un petit peu plus de précision sur cette campagne. Comment est-ce que tu y es arrivé? T'as vu ça sur le réseau social, sur un des réseaux, sur les réseaux sociaux, pardon. Comment est-ce que tu y es arrivé? Voilà, comment est-ce que t'es rentré dedans? Alors, moi, il y avait plusieurs. Quand je me suis renseignée un peu sur comment lancer un projet entrepreneurial, il y a plusieurs choses qui sont venues. Et pour les produits de vente en ligne, il n'y a pas 1000 solutions. Souvent, ça passe par de la pub sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Et je me suis dit, bon, le problème, c'est que je n'ai pas le capital nécessaire pour vraiment faire un lancement, enfin, du moins pour injecter de l'argent de manière sensée, puisque si on ne le fait pas correctement, ça n'a pas beaucoup de sens de jeter de l'argent par les fenêtres. Et j'avais déjà entendu parler du crowdfunding, puisque finalement, c'est un mode de financement qui est très utilisé justement par les jeunes, qui lancent leur projet, puisque tout l'avantage, en fait, pour moi, c'était de me dire, encore dans cette démarche un peu responsable, c'était de me dire, je ne vais pas acheter des produits à l'avance, faire du stock bêtement, alors que peut-être que j'aurais que la moitié ou peut-être le triple en termes de commandes. Donc là, l'avantage premier, et pour moi qui a été décisif, c'était de me dire, je vais pouvoir avoir la main sur ne pas engager de frais tant que je ne sais pas combien de commandes j'ai. Et ça, c'était aussi une démarche intéressante pour les fournisseurs, en fait, puisque c'est quand même très intéressant de se dire, je vous recontacte dans un mois, j'aurai entre 50 et 100 précommandes, et on pourra lancer à partir de là. D'accord. D'accord. Pourquoi Ulule particulièrement? C'est parce qu'il y avait une campagne d'information à ce niveau-là. Tu avais d'autres formes de campagne. Qu'est-ce qui fait que celle-là, ça... Alors, moi, j'avais 2 sites dont j'avais beaucoup entendu parler. Enfin, les sites qui revenaient le plus quand on parlait de crowdfunding, c'était Ulule et KissKissBankBank. Et tout simplement, j'ai fait des recherches sur Internet sur les avantages et inconvénients de chaque plateforme. Et finalement, moi, ce qui m'a le plus sauté aux yeux aussi, c'était l'aspect visuel.
C'est vrai que Ulule m'a plus parlé. Et le gros avantage, je ne sais pas exactement comment ça se passe sur l'autre plateforme, mais c'est que là, on a des accompagnateurs tout au long du projet avec qui on est en lien, qui répondent de manière très réactive et qui peuvent nous apporter beaucoup de conseils. Et puis, c'est vrai qu'une fois qu'on commence à se renseigner sur quelque chose, on est spammé de pubs dès qu'on va sur Facebook. Et donc, ça pousse aussi à se lancer. En tout cas, merci de ton retour par rapport à ça. Très, très, très intéressant. Est-ce que vous avez d'autres questions J'aurais une autre question. D'accord. Alors, quelles sont les principales difficultés que vous avez pu trouver sur votre parcours et comment vous voyez l'évolution de votre box aujourd'hui ou quelles sont les ambitions? Alors, justement, là-dessus, c'est peut-être là où je vais relativiser mon expérience aujourd'hui. C'est que, donc, comme on l'a dit, donc, du coup, je suis jeune, j'ai pas beaucoup d'expérience ni de... Enfin, finalement, c'est très dur de se projeter. Donc, je dirais aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure, ma difficulté majeure pour moi, c'est la communication. Parce que même si je suis très familiarisée avec tout ce qui est réseaux sociaux, c'est un investissement en temps qui est énorme. C'est-à-dire qu'il faut être présent tout le temps, surtout quand on a un produit comme ça, il faut le vendre, il faut le mettre en valeur. Ce n'est pas le produit que j'ai créé moi, mais tout le but est de mettre en valeur tout le concept. Finalement, c'est plus le concept qui est à vendre que le produit en lui-même. Donc, c'est cette phase communication pour moi qui est assez complexe. Mais ça, encore une fois, c'est parce que je suis dans la période du lancement. Une fois qu'un projet est lancé, on automatise des publicités, enfin, on travaille autrement. Après, c'est vrai que sur la suite du projet, sur mes ambitions, là, c'est là où je vais le dire très honnêtement, c'est dur aujourd'hui d'avoir une vision précise puisque honnêtement, je suis très, on va dire, je suis très prise par mes études à côté. J'ai du mal encore aujourd'hui à voir l'évolution en termes j'ai pas encore aujourd'hui établi une stratégie précise sur le terme business purement. Mais moi, ce que je me disais aussi, c'est que pour moi, il fallait que je lance le projet, que ça, c'était ma première étape importante. Et même s'il faut évidemment toujours se projeter, c'est-à-dire que j'ai fait toute la partie financement, je l'ai étudiée, enfin, j'ai vérifié que c'était viable, j'ai vu un peu qu'est-ce que j'allais devoir engager comme frais, qu'est-ce qui allait me rester, etc. Maintenant, moi, je me dis, comme j'ai un emploi du temps très serré, on va dire, je me focus sur la tâche principale maintenant. Je sais que je pourrais lancer ça et qu'ensuite, dès que je sais que c'est bon à lancer, là, par contre, il faut que je m'engage sur la phase d'ensuite qui est aussi une phase extrêmement importante puisque finalement, si on lance quelque chose mais qu'il n'y a pas de suite, ça ne sert pas à grand-chose. D'accord. Et une fois que vous aurez fini vos études, en fait, puisqu'ils ne sont pas du tout du même domaine, comment vous voyez, enfin, comment vous pensez Alors, j'avoue que pour le coup, l'aventure entrepreneuriale telle que je l'entreaperçois maintenant, j'ai quand même beaucoup, comment dire, je trouve ça, enfin, c'est très dur, honnêtement, pour être tout à fait honnête. Oui. Même pour des gens expérimentés, c'est très, très dur. Hein. Je vous assure. C'est pas un rapport avec votre âge ou votre manque d'expérience, au contraire. Oui, tout à fait. Moi, je ne suis pas sûre aujourd'hui que ce serait quelque chose qui me plairait de faire à plein temps. Après, justement, ce qui est très intéressant pour moi, c'est que la box par abonnement, une fois en fait qu'on a commencé à mettre tous les jalons en place, moi, je vise aussi ensuite par la suite, si ça marche, à me faire accompagner, que ce soit à travers un incubateur ou en constituant une équipe avec des gens avec qui j'aurai des complémentarités. Et la box, en fait, une fois finalement qu'elle est lancée, c'est des tâches très, si je puis dire, pas automatisées, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place pour se faciliter la vie et que en soi, après, même si ça reste beaucoup de travail, c'est plus du tout la même façon de travailler qu'avant. Donc, moi, pour l'instant, j'envisage pas de me consacrer à ça à plein temps. Mais voilà, ça reste
mon projet qui me tient très à cœur et auquel je vais consacrer du temps. Après, encore une fois, moi, je dirais que ça m'aura aussi mis le pied à l'étrier pour tout ce qui est entrepreneuriat, de voir que je pouvais faire des choses et peut-être que par la suite, finalement, je ne sais pas, là, quand je parle à très long terme, aujourd'hui, c'est un projet qui me parle et dans lequel je me retrouve, mais peut-être que plus tard, j'aurai des moyens pour peut-être aller plus loin j'en sais rien, dans la création de produits enfin voilà, c'est aussi une question d'opportunité et de moyens pour moi. Et comme je ne vise pas à en faire mon métier premier, c'est vrai que j'ai plus de latitude là-dessus. Très bien, merci pour votre réponse. D'accord. Est-ce que parmi tes... donc là, j'ai compris que c'était une question que j'avais posée, mais il y a 15 jours, on a interviewé une créatrice également qui s'était lancée, elle, dans le secteur cosmétique, et elle s'était fait accompagner par les pépites. La structure des pépites qui sont, c'est une structure d'accompagnement spécifique pour les étudiants. Est-ce que ça, tu avais déjà entendu parler de cette possibilité-là? Alors oui, c'est vrai que j'en avais déjà entendu parler. Après, c'est vrai que pour moi, mon projet, en fait, finalement, comme je vous dis, finalement, c'est arrivé alors, relativement vite. Mais ce que je veux dire, c'est que disons que j'ai commencé vraiment à travailler sur le projet en mars. Finalement, il n'y a pas un temps énorme qui s'est écoulé quand on parle de monter un projet entrepreneurial avec tout ce que ça implique. Ouais, donc moi, je ne voulais pas non plus commencer à me faire accompagner tant que je n'avais pas quelque chose de vraiment solide et concret. Et puis finalement, je n'étais pas à l'abri de me rendre compte peut-être 2 mois plus tard que, en fait, non, c'était trop de boulot, ça ne me convenait pas, etc. Donc là-dessus, je voulais vraiment attendre d'avoir quelque chose de mis en place et de toute façon, c'est vrai que ça représente un investissement et du moment qu'on se fait accompagner, c'est aussi d'autres implications derrière. Donc moi, je voulais être sûre de pouvoir présenter quelque chose de sérieux et d'être moi-même au clair avec ça. Mais effectivement, c'est quelque chose que j'envisage tout à fait, puisque là, je me rends bien compte que on a besoin de s'entourer. Hein. De toute façon, c'est toujours important. Très bien, bravo. Donc, Marie-Noël, alors Marie-Noël disait il faut discuter avec Isadora et Marie Zoda qui sont, ah zut, désolé, qui sont des jumelles et qui avaient une box. Elles partagent beaucoup. Donc voilà, je vais vous... Oui, elles sont sur les réseaux, elles sont sur Instagram, sur YouTube. Elles ont plein de vidéos où elles parlent de ce qu'elles font en fait. Et ce sont des filles qui motivent, donc elles peuvent sûrement aider Inès. Ok, super. Et vous savez comment s'appelle leur box? Alors, là, elles ont changé comment on appelle, d'offre. Mais la D'accord. box, c'était, comment ils appelaient ça? La Snacky Box. Ok, d'accord. C'était vraiment spécialisé sur tout ce qui est snack. Ok. Et donc, elles ont fait ça pendant plus de 3 ans, je pense. Et là, elles ont changé un peu de... Elles sont toujours restées dans tout ce qui est alimentaire et tout, mais elles ont arrêté la box. D'accord. J'irai regarder, merci beaucoup. De rien. J'ai un coup de fil à passer, je suis désolée. Kodou? Je suis là, je prends le relais. Voilà, ouais, s'il te plaît, je suis désolée. Merci. Pas de problème. Alors, je vais voir les questions encore, s'il y a quelque chose. Oui, je vais prendre le relais. Alors, c'était intéressant, Inès, merci, je vais redire ce que j'avais écrit, mais je suis impressionnée par ta maturité et ton réalisme. J'ai une question, moi, tu te prédestines à quoi avec tes études? Alors... Quand tu as commencé, alors magistère de droit, ok, mais après, tu veux aller jusqu'où et qu'est-ce que tu veux faire? Parce que du coup, l'entrepreneuriat a perturbé un petit peu peut-être. Est-ce que tu as pivoté aussi dans tes études? Tu veux faire quoi à la base? Oui. Donc moi, donc, je suis passionnée par le droit. Je compte passer le barreau cet été.
Après, j'ai toujours eu l'idée de me dire qu'après mes études de droit, j'avais envie de diversifier mes compétences et d'aller justement vers des choses comme des écoles de commerce qui m'apporteraient des outils pour tout ce qui est entrepreneuriat, justement. Je sais qu'ils ont des super incubateurs. Enfin, dans les grandes écoles, il y a beaucoup de choses qui se font pour accompagner les élèves et que c'est aussi une dépense, on va dire, en termes d'étudiants qui est beaucoup plus portée vers ces choses-là et qui s'intéresse beaucoup plus à ce genre de projet. Puisque c'est vrai qu'en droit, c'est très... souvent, il n'y a pas beaucoup de latitude pour s'orienter vers l'entrepreneuriat. C'est des études très prenantes, mais très axées vers la profession d'avocat. Ok. Donc, le barreau et tu veux être avocate. Alors, ça reste à déterminer. Mais en tout cas, je voudrais aller vers une autre formation qui me permette de compléter tout ça, oui. Et tu as parlé de ton équipe de rencontres, de networking, d'un ami qui t'a aidé. Avec qui es-tu accompagnée à titre personnel? Parce que, sans rentrer dans les détails, qui sont tes amis? Tu as une équipe derrière toi qui fait... c'est toi qui fais tout, le community management et les autres choses? Comment ça se passe au quotidien? Donc je vais être tout à fait transparente. Donc du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré du coup ce garçon qui m'a aidé pour la communication, qui lui avait en fait une amie qui avait déjà monté sa boîte. Ils travaillent tous les deux, ils ont 28 ans. Et donc au début, j'ai commencé à travailler avec ces deux personnes. Et on va dire que l'entrepreneuse était, on va dire, un peu une coach mentor, si je puis dire. Et puis, en fait, au fur et à mesure, donc c'est-à-dire que c'était des gens qui étaient tous les deux très, très pris par leur travail, puisque c'est des... Enfin, je veux dire, par exemple, donc Quentin, il s'appelle Quentin, qui travaille dans la communication, a énormément de travail. Et en fait, il me produisait quelques visuels, mais ce n'était pas quelqu'un qui était là au jour le jour. Et justement, j'ai eu une expérience assez compliquée là-dessus, puisque en fait, oui, je pensais que j'allais être plus accompagnée. Enfin, c'était un peu compliqué de voir comment tout ça allait se passer. Et finalement, le courant n'est pas bien passé avec l'autre entrepreneuse. On n'avait pas du tout la même façon de voir les choses et de travailler. Enfin, c'est compliqué, d'autant plus que je suis jeune et que quand il y a des gens plus âgés qui vous accompagnent, et des fois, alors ça se passe très bien sur certains points, mais ils ont tendance peut-être à... comment dire, on va dire, je sais pas comment dire, parce que j'étais plus jeune, à me dévaloriser ou à me dire non, on fait pas comme ça, t'as rien compris. Enfin bref, du coup là-dessus, ça n'a pas forcément été facile, ce qui fait que moi, j'ai préféré continuer assez rapidement seule, mais dans le sens où finalement, dans la pratique, c'est moi qui faisais quasiment tout seul. Après, ce qui est vrai, et là je peux pas le nier, c'est que sur les visuels, ça a été une aide énorme pour le coup. Parce que ça, pour moi, c'était hyper important d'avoir des visuels propres, jolis à regarder, qui puissent démontrer un sérieux. Et je suis toujours en contact avec Quentin, qui est prêt à me donner des coups de main ponctuels. Mais c'est pour ça que moi, aujourd'hui, si l'aventure continue, et je l'espère, j'aurais besoin cruellement de m'entourer d'une équipe, tout simplement dans le sens où j'ai pas le temps de donner assez de produire assez de travail sur tout ce qui est justement communication. Comme on le disait, c'est un travail au jour le jour énorme. Et voilà. D'accord. Là, si ça s'est passé très vite, c'est en 2 ans finalement. Tu passais le bac il y a quoi? Il y a 2 ans? Non, il y a plus longtemps. Il y a 3 ans. Alors oui, que je calcule, oui, ça fait 3 ans. Donc, tu es encore engagé dans un cursus universitaire, des études. Tu as fait ça en mode accéléré. Ça s'est passé comme ça, c'est ton expérience. Si tu devais refaire les choses, est-ce que tu les ferais de la même manière? Alors, non. Enfin, du moins, encore une fois, je regrette rien. Je pense que je suis quelqu'un de très impatiente, ce qui n'est pas forcément top quand on est entrepreneur. Je pense que j'avais tellement, et c'est pour ça que je dis que je regrette rien, parce que finalement, c'est parce que j'ai eu ce feu à un moment en moi que j'ai voulu passer à la question et que je supportais plus d'être spectatrice de « Ah, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça », mais au final, je ne bouge pas le petit doigt. Donc, j'ai voulu, quitte à échouer, en fait, finalement, je ne sais pas encore ce que ça va donner,
quitte à échouer, je me suis dit, ok, tant pis, moi je me lance dans le truc, hop là, on saute. Et puis après, c'est ça qui m'a permis en fait d'apprendre tout ce que j'ai appris sur le tas, ce qui est énorme. En fait, malgré le fait que ce n'était pas non plus des tâches d'une complexité incroyable, j'ai appris tellement en 6 mois. Et voilà, après c'est vrai que si j'avais à le refaire, je pense que je serais plus posée, que je prendrais plus mon temps. Mais après, ce qui est dur, c'est que pour le coup, s'entourer, par exemple, c'est pas quelque chose comment dire, enfin, on peut pas savoir si ce sont les bonnes personnes, on peut pas savoir comment ça va se passer. Donc, dans tous les cas, c'est de l'expérimentation, c'est des ratés, c'est des échecs, voilà. Mais moi, je sais qu'aujourd'hui, cette expérience, dans tous les cas, c'est de la plus-value en tant que personne qui est énorme. Donc voilà, à ce niveau-là, en fait, si vous voulez, je me dis, si je prends le fait qu'il ne faut pas être impatient, qu'il faut prendre le temps de s'entourer, qu'il faut prendre le temps de faire les choses posément, en fait, mes études ne me permettraient pas de faire ça vraiment pleinement. Donc, je me dis, dans ce cas-là, il aurait fallu attendre que je sorte de l'école. Mais comme il me reste encore quelques années... Voilà, c'est ça, oui. Au bout d'un moment, c'est soit on essaye comme ça. Et je pense que, justement, c'est super d'avoir une première expérience parce que j'ai déjà appris beaucoup et que si ce projet-là ne marche pas, mais que j'ai envie d'en relancer un à la sortie de l'école ou que je rencontre d'autres gens, enfin voilà, c'est quelque chose, je pense, qui est que de l'apprentissage. Et là, ma vision d'étudiante est différente, c'est-à-dire qu'encore une fois, moi, je ne suis pas en train de me dire j'ai absolument besoin d'argent et que ça marche aujourd'hui, maintenant. Et qu'est-ce que tu as appris sur toi? Justement, ce que je disais, donc tu es étudiante, tu as passé le bac il n'y a pas longtemps, toute jeune, tu es engagée dans un parcours académique où voilà, on attend certaines choses, où tu dois apprendre certaines choses. Et là, qu'est-ce que tu as appris d'autre que les cours, ce que tu as fait au lycée, ce que tu as appris là dans tes études ne t'ont pas appris? Alors, moi, je considère que quelque chose qui est très important, c'est la pratique. Et c'est vrai que à l'école, pendant les études, on apprend surtout la théorie. Après, il y a des écoles qui sont plus orientées vers la pratique. En droit, c'est beaucoup de théorie avant de passer à la pratique, seulement quand on devient avocat. Je pense que j'ai appris beaucoup sur le plan humain. Parce que ce dont je vous ai parlé, l'échec, on va dire, relationnel, si je puis dire, le fait de ne pas m'être entendu dans le travail avec quelqu'un, de subir un peu des pressions finalement, on se sent un peu dévalorisé, on ne sait pas si c'est nous qui avons fauté, on ne sait pas comment exactement se placer. Ça, je pense que c'était très intéressant. J'ai déjà pu avoir des expériences de stage professionnel ou de travail, des CDD, où j'ai été confrontée à ce genre de situation et c'est toujours extrêmement, extrêmement enrichissant d'être dans la difficulté et d'apprendre en tant qu'humain. Je ne vais pas m'entendre avec tout le monde. Est-ce que pour autant, ça veut dire qu'on peut quand même arriver à travailler ensemble ou pas? Et dans ce cas-là, il ne faut pas se flageller, ce que j'ai pu faire à un moment en me disant non, je ne peux pas lui dire que j'ai plus envie de travailler avec elle, parce que si ça ne fonctionne pas, et que moi, ça me rend, entre guillemets, je ne vais pas dire malade, mais que ça me met dans des états qui ne devraient pas être ceux d'une situation de travail, bah, c'est accepter de dire non, en fait, aussi. Et sur le plan des compétences, je dirais que, encore une fois, je n'ai pas réalisé des tâches extraordinaires, je n'ai pas créé un produit, etc., avec j'ai pas créé un cosmétique avec des formules, etc. Mais en termes d'apprentissage et de débrouillardise, ça a été une expérience incroyable parce que, pour le coup, c'est tellement de petites tâches qu'on ne voit pas en fait derrière tous les projets qu'il y a qui se montent. C'est des petites tâches toutes minutieuses dans l'ombre un peu. Il faut contacter tant de personnes. Il y a peut-être que 10 personnes sur 100 qui vont nous répondre. Ensuite, il faut voir pour la confection. Ne serait-ce qu'en fait acheter des boîtes en carton. Combien ça va me coûter, combien je vais mettre de produits dedans, enfin tout ça. Et en fait, ça pour le coup, je me suis dit, encore une fois, je suis toujours extrêmemement émerveillée de me dire, la pratique, il n'y a rien de mieux, quoi, tout simplement. Ok. Oui, c'est intéressant. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, si quelqu'un voulait s'exprimer. Odile, tu es de retour. Tu reprends le relais ou pas? Alors, j'ai une question aussi encore. Là, tu te projettes, bon, tu sais pas, tu fais un peu au fil de l'eau, au feeling. Est-ce que
Tu as, comment dire, c'est un projet qui te tient à cœur, qui te correspond, toi, personnellement. Tu en as parlé à ta famille. Comment est-ce qu'ils ont perçu la chose? Parce que quand on entreprend, là, tu es seule. Là encore, c'est un sujet, 20 ans, tes parents, enfin, je ne sais pas, ta famille, comment est-ce qu'ils ont vu la chose? Tiens, Inès, qu'est-ce qui te prend? Mais t'es folle? Oui. Ou justement, vas-y, c'est toi, ça te va? Alors, au tout début, ils n'étaient pas très emballés. En fait, c'est juste que je pense aussi que, effectivement, mes parents, ils me voyaient engagée dans mes études. C'est des études très prenantes. Je suis quelqu'un qui avait de toute façon tendance à un peu partir dans tous les sens dans mes activités extrascolaires, si je puis dire, parce que c'était ma façon de prendre l'air. Pour le coup, je me suis pas du tout... Enfin, en fait, pour moi, encore une fois, ça ne m'a pas tellement surpris qu'au début, ils ne me soutiennent pas tant que ça, puisque ça restait quand même assez flou. Je suis arrivée avec une idée, comme ça, j'ai lancé ça. Bon, voilà, je savais que moi, derrière, ce qui comptait, c'est que je commence à mettre des choses en place et que j'arrive à quelque chose de concret pour pouvoir présenter mon travail. Une fois que je suis arrivée, peut-être 3-4 mois plus tard, avec ma page de crowdfunding qui était prête, la vidéo que j'ai tournée, quelque chose de vraiment sérieux, des beaux visuels, etc. Là, ils se sont dit, OK, elle a pris du temps, elle s'est investie, il y a quelque chose de concret et ça se voit que... Enfin, ce que je veux dire, c'est que si on n'a pas quelque chose qui nous parle, etc., on n'arrive pas à un travail, qui a demandé quand même beaucoup de temps. Donc voilà, après, je pense qu'il... C'est pour ça, encore une fois, j'ai pas dit je vais arrêter l'école si ça marche demain, quoi. C'était pas du tout ça. Moi, c'était vraiment je lance un projet qui me tient à cœur. On va voir comment ça se passe. En attendant, eux, ils voient, malgré le fait que c'est très prenant. Et il y a plusieurs fois, ils m'ont dit attention, fais gaffe, tu sais comment tu vas gérer ça quand en même temps tu vas avoir tes examens et qu'il va falloir envoyer et confectionner les box, etc. Enfin voilà, c'est sûr que sur ces détails-là, ils sont un peu des fois plus refroidis, mais ils ont été d'un grand soutien. Quand j'ai lancé ma campagne, ma mère était à fond, elle a appelé des amis, voilà, elle en a parlé autour d'elle. Et je pense qu'ils sont quand même fiers du travail que j'ai fait. Et voilà. Super, merci. Odile, à toi. Merci beaucoup. Écoute, moi, je suis bluffée. Je suis émerveillée du travail réalisé, de la cohérence, hein, comme je le disais, du parcours. Il y a une vraie volonté d'aller jusqu'au bout de ce qui est de ce qui a été de ce que tu as amené, avec pas forcément ce fil conducteur que l'on voit pour d'autres entrepreneurs, mais une volonté de également découvrir la suite à titre personnel. Donc c'est une très bonne chose. Je suis plus sur le comment je pourrais amener la question. C'est je suis encore sur l'après, même si c'est voilà, tu dis que c'est que tu travailles un peu au fil de l'eau, mais voilà, comment tu vois ton enseigne à plus 3 ans, voilà. Comment tu la vois? Parce qu'à un moment donné, effectivement, on se dit bon, je me lance, mais on se lance également dans le sens de dire bon j'ai envie de le voir perdurer, quoi. Donc comment est-ce que tu vois la chose? Moi, mon idée, c'était de lancer une box, mais après, comme en fait, les plus grosses box, souvent, quand les box se développent, elles ont souvent l'opportunité par la suite de créer leur propre marque, ou du moins une interface qui aille dans quelque chose comme une boutique avec leurs propres produits ou ce genre de choses. Donc, c'est vrai que si j'allais plus loin et que je me projetais dans 3 ans, par exemple, peut-être aller vers quelque chose de... Ah ben, je savais.
de plus, comment dire, enfin, créer ma propre marque ou quelque chose qui me permette de développer des produits qui me sont propres et qui colleraient à ma vision. D'accord, d'accord. Très bien, très bien, très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Mais je disais à Inès, oui, c'est le moment, on passe un message, une annonce, de quoi tu as besoin, en fait, Inès, là, aujourd'hui, à cette étape de ton développement et de ton projet. Qu'est-ce que tu recherches? J'avais compris que tu recherchais des partenaires, c'est comme ça que tu m'as abordé il y a quelques mois. Et voilà, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il te faut? De quoi as-tu besoin? Que recherches-tu? Alors, donc là, encore une fois, je pense que tout ça, ça va se décanter une fois que la campagne de crowdfunding aura pris fin. Mais en tout cas, c'est vrai que le but, c'est de trouver effectivement des marques partenaires qui partagent les valeurs dont je vous ai parlé et qui puissent me permettre de diffuser aussi le projet, c'est-à-dire donnant-donnant. Et voilà, oui, de faire perdurer le projet en travaillant avec des marques qui correspondraient au projet. Merci Kodou. Donc on va t'en proposer parce que comme tu le sais très bien, hein, la maison de la cosmétique est un club d'entrepreneurs et avec plusieurs marques à son arc. Donc il y a Souir, tu as entendu Souir intervenir et d'autres personnes qui font partie du club et donc on a hâte effectivement que la phase de crowdfunding soit un vrai succès pour voilà, même en amont, revenir vers toi et puis t'en parler de vive voix. Je sais pas si... Là, si on pourrait toutes l'encourager pour parler autour de nous de sa campagne de crowdfunding où y participer, ça serait bien. Comme tout ça, à fait, on pourrait... tout à fait. Ouais, donc, votre campagne finit quand? Tu peux mettre le lien? Attends, je vais essayer de... Oui. Tu l'avais mis J'ai mis les liens, dans la conversation. Remontez un petit peu, vous les trouvez. Tu n'as pas mis les liens de la campagne? Il n'y a pas le lien de la campagne. Ouais, par contre, on peut pas bien mettre, du coup, j'arrive pas à vous le mettre parce que moi, je suis direct allée dessus, en fait. D'accord. Ben, je vais le chercher et puis je vais mettre le lien. Mais vous pouvez le trouver directement sur sa page Facebook dès que vous allez sur la page et ça vous renvoie sur... Mais bravo Inès. Sur Facebook et tout ça, il y a des informations vers la campagne Ulule. Merci. End, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, je voulais juste lui dire bravo, c'est un très beau projet et tu es vraiment très très mûr en fait. Que ce soit au niveau, au niveau personnel ou au niveau professionnel aussi. Vraiment, bravo. Merci. Bravo. Voilà, j'ai mis le lien sur la campagne Ulule. Effectivement, moi, je trouve pas mes mots tellement je suis émerveillée, quoi. Donc voilà. Donc soutenons chacune, hein, soutenons Inès. C'est une occasion en plus d'avoir des produits que l'on connaît à des prix très très compétitifs et en plus lui permettre de lancer sa structure, sachant que voilà, on y aurait participé, quoi. Donc ça c'est encore plus sympa. Il est 15h46, bientôt 16h. Kodou, moi je vais te laisser, puisque tu es là, j'en profiter. Je vais te laisser parler de LMCE, de ses
des prochaines actions qui vont être portées. Kodou est la présidente de l'association, donc je vais laisser parler la présidente là-dessus. Tu pouvais continuer, non? Non. Ok, je prends le relais. Voilà. Merci Inès. Alors, on aura l'occasion d'échanger. On va faire le relais des informations dans la communauté LMCE. Et Sandrine, qui est là aussi, elle a fait le relais dans les stories. Tu as parlé de crowdfunding et c'est un sujet important, le financement et les cofinancements, qu'ils soient classiques, alternatifs, love money, royalty. Donc, on va en parler bientôt. Tu as bénéficié, Inès, tu disais, d'un accompagnement et c'est vrai que les crowdfunders proposent ça. Ils ont des personnes dédiées à l'accompagnement. Ceci dit, comment est-ce qu'on fait sa campagne crowdfunding? Par où on démarre? Quel est l'objectif? Comment bien mener sa campagne de A à Z? Ça, c'est des questions importantes. Et à partir du mois de décembre, on va en parler avec Ulule, KissKissBankBank, Tudigo et d'autres. Donc, il y a des sessions spéciales financement alternatif qui vont être proposées. Sache, Inès, que tu peux travailler avec Ulule à un moment donné et puis avec un autre, peut-être à une autre étape de développement de ton entreprise. Donc, ça, c'est important. On va parler de tout ça à partir du mois de décembre. Plus proche de nous, il y a les pauses cosméto qui continuent jusqu'à la fin de l'année. Les pauses cosméto, c'est tous les jeudis. Là, ce sera à partir du 19 novembre de 12 à 13. L'idée, c'est de s'intéresser à une thématique importante, déterminante et aussi prospective dans nos entreprises et dans nos projets cosmétiques. Et on aura des experts qui vont nous parler de marketing d'influence, de marketing conscient, qui vont nous parler de cosmétiques solides, qui est plus qu'une tendance. On va aussi parler éco-responsabilité et innovation, donc des sujets importants quand on veut se lancer dans les cosmétiques ou quand on est déjà lancé et qu'on veut rester performant et efficace sur son marché. Un autre sujet qui est important, et Hand est là toujours, c'est le prototypage et le passage de la théorie à la pratique. Ça aussi, tu l'as abordé. Et quand on est dans les cosmétiques, ben on lit beaucoup de choses, on a beaucoup de ressources, on sait qu'on est encadré par la réglementation, mais de manière concrète et réelle, dans la vraie vie, comment ça se passe. Donc, on a une journée immersion en labo et prototypage avec Hand qui est prévue. Salut Hand. Alors, ça a été reporté, confinement version 2 oblige, mais il y a des candidats et on espère que bientôt on pourra monter une journée pour 5 personnes qui ont déjà un projet. N'hésitez pas. Vous avez une idée de formulation ou même plus qu'une idée, vous savez ce que vous voulez y mettre, mais vous voulez vous rendre compte de ce que c'est dans la réalité. Et donc, avec Hand, qui est fabricante pour son propre compte avec la marque Nativist. Donc là, je n'ai pas la caméra, mais je fais un clin d'œil à Inès pour que voilà, vous connectiez, et qui est aussi fabricante en sous-traitante et conseil pour les marques cosmétiques avec son propre labo. Donc, avec Hand, on propose une journée en immersion. On enverra aussi les infos aux participants du jour. D'autres sujets sont en préparation sur la fin d'année et surtout sur le début d'année. Tout ça, ça représente ce qu'est LMCE. Et donc, LMCE, c'est la maison de la cosmétique qui a pris un tournant digital avec ce club cosmétique qui est à vos côtés, porteur de projets, et aussi conseil et expert pour créer une communauté bienveillante et qui va booster les business en lien avec la cosmétique responsable, naturelle, biologique et éthique, par ses procédés, par sa destination, par les filières développées. Je pense que ce sera bien, Odile, qu'on envoie une petite présentation. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. On pourra envoyer quelques lignes de contenu. On est toujours à la recherche de connexion et le club cosmétique sert beaucoup à ça. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions pour votre projet, pour votre entreprise, si vous voulez proposer vos services, si vous voulez connecter, si vous avez besoin de
de relais dans la communauté. La Maison de la Cosmétique, elle sert à ça. Voilà. Ça te va, Odile? Très bien, merci. Désolée. Très, très bien. Donc un très bon résumé de ce que des prochaines actions et de ce que des missions de la Maison de la Cosmétique. Je rajouterais juste que le club cosmétique du mois de décembre, on fera une forme de mise en relation. Il n'y aura pas forcément une personne dédiée, mais on fera comme un genre de tour de table et puis voir quelles sont les attentes de chacun et de chacune pour l'année qui va suivre. Les prochaines étapes auprès donc on avait eu la possibilité à un moment donné au niveau de la Cité des métiers de revenir en présentiel. Bon, le confinement fait que ça ne va pas être le cas pour décembre, mais peut-être qu'à partir de 2021, il y aura des opportunités en ce sens. Donc l'idée, c'est de faire à la fois un club cosmétique en ligne et puis un autre en présentiel au sein de la Cité des métiers. Donc voilà un peu les prochaines ambitions pour le club. Je tiens à vous remercier toutes, parce qu'on est toutes des filles. Je tiens à remercier infiniment Inès pour le travail fourni, pour son expérience, pour son retour d'expérience. Je lui souhaite une vraie, dis-moi, une belle entreprise, de vraies connexions avec vous tous, toutes, et vraiment que vous la souteniez, à la fois à travers en relais d'information ou en aidant financièrement ou. Voilà, j'ai plus grand chose à dire. Si chacune veut dire quelque chose, si d'autres personnes veut ajouter quelque chose, sinon on va conclure. Inès, est-ce que tu peux nous faire un retour sur cet exercice, comment ça, voilà. Alors moi, j'ai été super contente d'échanger avec vous toutes. J'avoue que j'étais pas forcément, j'étais un peu stressée juste avant parce que je me disais, ça va être compliqué j'ai pas de pitch précis. Comme je débute, encore une fois, j'ai pas parlé devant beaucoup d'assemblées de mon projet, mais je trouve que c'est un exercice hyper enrichissant, tant sur le côté pitch que sur le côté échange. Et pour moi, ça a été un vrai plaisir d'avoir des retours, d'avoir des questions où on rebondissait comme ça et de me dire que voilà, là, il y a plein de gens super motivés avec qui on va pouvoir créer des synergies par la suite. Donc, je voulais toutes vous remercier pour ce moment. N'hésitez pas à me contacter via ma page Instagram ou Facebook de Go Green Box. Encore une fois, là, je suis concentrée jusqu'à dans 2 semaines sur la phase de crowdfunding, mais juste après ça, je vais envisager l'après. Donc, je serai ravie de discuter de tout ça avec vous. Et puis, voilà, merci d'avoir écouté mon parcours. Merci à toi. Merci à toi. On va conclure avec les propos d'Inès et puis je vais vous souhaiter un très bon week-end à toutes. Et puis, merci Odile, à toi également. Merci. Merci. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci encore. Au revoir. Bye bye. Au revoir. Merci. Salut. Merci, bravo, plein de bonnes choses. Merci. Merci beaucoup. Super. Merci. Au revoir. Salut. Salut Tina. Salut.